voyage en musique, Aurélie Zigel. et Geoffroy Scribe. Aurélie Zigel, nous nous retrouvons dans ce département du Finistère, département qui permet de trouver de nombreuses églises dans lesquelles on peut voir des échas, c'est-à-dire des pots acoustiques. On peut les voir souvent quand ils sont encore en état par l'orifice juste à fleur de mur, si l'on peut dire. Et nous sommes là pour parler avec vous du projet ECHEA. Nous avons eu la joie de réaliser une première émission il y a un peu plus d'1 an avec Frédéric Rantière, dans une église à Saint-Herlé de Douarnenez, où il y avait un concert avec Vox in Rama. Alors voilà, quelques noms donnés, donc ECHEA, Frédéric Rantière, vous-même, Saint-Herlé à Douarnenez, les églises du Finistère, tout ça pour parler du projet ECHEA. Si je résume en 4 mots, ECHEA, le projet, ce sont des principes, ce sont des projets musicaux, des concerts avec Vox in Rama, on pourra y revenir, des enregistrements prévus, et des stages. Cette émission prend corps au sein d'un stage que vous donnez pour des personnes qui ne viennent pas seulement du Finistère, mais de Paris, d'autres régions de France, pour apprendre le chant médiéval et, si je puis dire, la résonance, mais ça va bien au-delà. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous dire le pourquoi de ce stage qui s'inscrit dans ce projet ECHEA ? Oui, alors ce stage est le deuxième d'une série qui a été conçue pour viser le Finistère Nord et le Finistère Sud. L'objectif est de faire découvrir aux stagiaires qui sont des gens qui sont un peu amateurs de musique, mais qui ne sont pas du tout spécialisés, l'acoustique très particulière des églises à Pau. Et là, on s'est concentré pour ce stage-ci sur 2 églises qui ont cette particularité d'être quasiment jumelles du point de vue de leur conception architecturale. Donc la première, c'est Saint-François de Cuburien à Morlaix, qui est encore tenu par une communauté d'Augustines et qui a une acoustique extrêmement pure, extrêmement cristalline, presque une acoustique de pointe sèche très intéressante, et une nef longue qui est conçue sur le même principe que celle de l'abbatiale de Notre-Dame-des-Anges à Landéda. En fait, c'est la commune de Landéda, mais c'est à la Berverac, exactement. Et cette église abbatiale est également toute en longueur, a été probablement conçue pour des chœurs de moines. Et donc les pots acoustiques sont disposés de part et d'autre de ces nefs. Et les stagiaires qui se sont initiés au chant grégorien pendant 3 jours commencent à tester leur petit savoir dans ces 2 acoustiques-là en allant de l'une à l'autre. Alors justement, j'ai cru comprendre par l'émission avec Frédéric Rantière que avec les églises à Pau, c'est-à-dire à Pau acoustique, il était possible de quelque part, je risque comment dire cette phrase, mais de voir par les oreilles. Alors est-ce que les stagiaires peuvent comprendre que ces pots acoustiques ne sont pas seulement des enceintes, parce que la question évidemment du Béotien vient immédiatement, à quoi bon ces pots, puisqu'aujourd'hui on a des moyens beaucoup plus puissants que sont les enceintes, mais je pense que ça va bien au-delà de la simple amplification sonore. Oui, d'ailleurs en fait ça n'a rien à voir avec l'amplification sonore, ça n'est pas du tout la fonction des pots. Les pots en gros sont d'anciens pots de cuisine, des pots domestiques qu'on mettait dans le bâti, en général au moment de la construction de l'église, mais qu'on pouvait ajouter après. Et leur fonction est surtout de rendre la voix plus claire en isolant les fréquences hautes. Donc en fait il ne s'agit pas d'amplification, il s'agit d'une espèce de travail de sculpture du son. Puisqu'on le transforme en le rendant plus net, plus clair et plus pur. Donc les stagiaires qui travaillent des pièces grégoriennes, lorsqu'ils s'élèvent dans les aigus, vont être particulièrement sensibles, ils vont voir une espèce d'architecture sonore se déployer. La pièce qu'ils chantent prend une autre figure en acoustique réelle. Ce qui est aussi très étonnant, pour moi qui viens de Saint-Chef en Isère, c'est qu'on retrouve ces pots tant justement dans cette abbatiale du XIe siècle de Saint-Chef en Isère, Saint-Euder, que dans ces églises finistériennes, et sans doute d'ailleurs en d'autres endroits en France. Oui, et c'est vraiment une pratique qui était extrêmement répandue, mais dans des régions comme l'Isère, Saint-Chef, ou vous en avez aussi à Pommiers-en-Forêt. En général, ce sont des églises qui sont un peu plus anciennes. Ce qui est assez remarquable, c'est que le vivier du Finistère soit si tardif, puisque ce sont plutôt des églises des 15e, 16e, 17e siècle, ce qui nous montre que cette pratique qui concerne plutôt l'architecture romane, mais qui existe aussi pour l'architecture gothique, a perduré jusqu'à des époques où, dans d'autres endroits, on était en pleine architecture baroque. Donc c'est intéressant de voir qu'elles ont cohabité. Sait-on quand cela a commencé ?
dans les églises en Europe? On a des traces, oui, on a les traces des premiers pots au milieu et à la fin du Moyen-Âge. On pense que ça remonte probablement aussi loin que le XIIe siècle, et il y a peut-être des exemples de pots plus anciens que cela. Et le nom du projet, d'ailleurs, les ékéas, ne désigne pas exactement la même chose, puisque les ékéas, chez les Grecs, étaient des sortes de cavités, probablement avec des supports métalliques dont on n'a pas de traces, dont Vitruve parle, mais que l'archéologie spécialisée dans l'Antiquité n'a jamais observé. En revanche, vous fondez si je puis dire, vos recherches et puis toutes ces actions que vous menez sur une partie de philosophie. Alors, moi j'ai retenu que dans ces pots acoustiques, il y a une partie mathématique, parce qu'aujourd'hui on l'étudie, donc une partie aussi de physique, d'acoustique, et vous parlez aussi d'anagogique. C'est pour ça que je voulais faire la distinction avec les simples enceintes. Pour moi qui suis chantre en paroisse, évidemment, dans des églises modernes telles qu'on a à Brest, c'est vrai que sans les micros, on aurait beaucoup de mal, parce que l'acoustique n'a pas sans doute été pensée telle. Mais ce qui est très intéressant dans les ECAD, en tout cas dans ces pots acoustiques, c'est que vous remontez à Platon, avec une loi naturelle qui dirige le microcosme comme le macrocosme, je vous cite, et qui assure l'harmonie du cosmos. Et vous faites le lien même avec Boès, philosophe dont on parle peu, avec un système des notes par rapport, donc Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, par rapport aux planètes. Il y a un lien avec la symétrie d'un édifice. Vous faites le lien entre l'édifice et puis la symétrie du corps humain, pour avoir un rapport harmonieux entre les membres. Et on arrive à Saint-Benoît. Alors ça me touche, d'autant qu'ici en Finistère, on a les moines bénédictins de Landévennec. Alors je ne sais pas s'il y avait des pots acoustiques dans l'ancienne abbaye dont il ne reste rien, on ne sait pas, mais... Et Saint-Benoît dit dans sa règle, « Bien se tenir sous le regard de Dieu, tenons-nous pour psalmodier, de sorte que notre esprit s'accorde à notre voix. » Là, on touche à la fois au corporel, à la gestuelle, et donc à la liturgie. Alors là, effectivement, vous évoquez les recherches de Frédéric Rentière et son texte dont le pivot me semble être, à moi qui n'en suis pas spécialiste, au sens où je ne suis pas musicologue, mais le pivot est la notion que vous venez d'évoquer, celle de l'accord. Oui. Parce qu'effectivement, la fonction anagogique, c'est-à-dire la fonction d'élévation de l'âme, du chantre et de l'assistance, elle repose à la fois sur une fonction qui est très physique, c'est-à-dire qu'on a découvert que les pots étaient accordés entre eux. Oui. Que les résonances, les fréquences sont accordées entre elles, en quarte et en quinte. Or, la quarte et la quinte sont les deux intervalles les plus fondamentaux des modes que le chant grégorien utilise, comme tous les pratiquants le savent. Hein. Un mode peut être otante ou plagale. Lorsqu'il est otante, la voix va s'élever davantage à la quinte par rapport à la note de départ ou à la corde. Et lorsqu'il est plagale, plutôt à la quarte. Donc, il y a un effet fondamental dans la résonance de ces pots pour le chanteur et pour l'auditeur. Et cet effet de résonance est très probablement conçu en fonction du répertoire qui était le plus pratiqué. C'est pour cette raison qu'il est assez étonnant de trouver en Bretagne ces pots-là au XVIe, XVIIe siècle. Ça veut dire que les répertoires locaux sur lesquels Frédéric Rentière mène des recherches étaient encore conçus sur ces modèles-là. Et effectivement, il a retrouvé, par exemple, un office de Saint-Corentin dont les principes... je ne peux pas dire harmonique puisqu'on n'en est pas encore là, mais enfin, si ce sont des pièces du XVIIe siècle, on va dire les principes harmoniques imitent ceux du chant grégorien. Donc je pense que cet accord des pots est à la fois donc fondé sur des rapports mathématiques et a une deuxième fonction qui est une fonction théologique, métaphysique, qui est de créer chez le fidèle justement ce sentiment de confort, de congruence, d'harmonie qui renvoie à toute la cosmologie ancienne et qui fait qu'à partir de cet effet de résonance fondamentale, l'âme va pouvoir s'élever. Et le fait que physiquement les pots mettent en valeur surtout les fréquences hautes est à mettre, je pense, en relation avec ce mouvement d'élévation. Et d'ailleurs, il y a une chose assez étonnante, c'est que souvent les experts remarquent que les pots sont très hauts par rapport aux chanteurs. Et on se demande... en altitude, dans l'église. Sont très hauts en altitude, sur les murs, dans les voûtes, enfin, pas dans les voûtes, mais en général sur les parois des nefs, bien au-dessus de l'endroit où se tenaient les chanteurs, parce que les pots sont situés particulièrement haut sur les murs par rapport à l'endroit où les chanteurs devaient se tenir, au point que certains spécialistes émettent des doutes quant à la véritable efficacité des pots, se demandant si le son
montaient véritablement. Or, c'est une question que probablement les bâtisseurs médiévaux ne se posaient pas, puisqu'il y a une foi dans le mouvement montant de toute façon de la voie, qui doit forcément rejoindre le pot. Enfin, la matière de l'air est censée de toute façon s'élever et entrer dans le pot. La question va peut-être paraître très simple, mais n'avait-il pas aussi observé qu'un pot bouché, rempli, ne remplissait plus son office, donc que pour éviter que les enfants du voisinage ne s'amusent avec, il fallait simplement les mettre haut? Alors c'est possible. Je pense qu'il y a certainement des raisons tout à fait pratiques, mais il y a aussi le fait que le placement des pots signale la montée vers une sorte de lieu des anges. Et à Saint-Terlé comme à Saint-Chef, ça se voit très 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 bien. Oui, les rangées de pots sont visiblement situées à un endroit intermédiaire entre le fidèle et les anges. Et d'ailleurs à Saint-Chef, puisque vous parlez de cette abbatiale-là, il y a une petite chapelle des anges qui se trouve, elle, tout à fait au-dessus, et dont on pense qu'elle servait aussi à probablement une pratique de double chœur. Donc il y avait des voix au-dessus des pots et puis des voix de chanteurs dans les stalles ou au sol. Parlez-vous de la chapelle avec les fresques? Oui. Qui a été étudiée et pour laquelle je crois qu'il y a un projet de restauration. Il y a des pots acoustiques dedans? Il n'y a pas de pots acoustiques dedans, mais on pense du coup qu'il y avait un jeu sonore entre des chantres qui pouvaient se trouver dans cette chapelle et d'autres qui pouvaient se trouver plus bas, et ceux qui se trouvaient plus bas à ce moment-là utilisaient les pots. D'accord. Alors revenons à votre projet, si je puis dire, ici en Finistère. Vous avez différents soutiens, vous en cherchez également. Vous avez un soutien par le conseil départemental du Finistère, qui je crois est assez récent. Vous cherchez également du soutien pour réaliser vos projets. Il y a ces stages, mais vous voulez réaliser des échantillons sonores. Vous êtes en lien avec l'université de Poitiers. On parle peut-être éventuellement d'un soutien de la DRAC. Il faut voir aussi ce qui peut en être de ce côté-là. Comment vous aider, simplement, pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées par le sujet, qui ont peut-être observé ces trous, on va les appeler comme ça au départ, quand on ne s'y connaît pas, dans leurs églises, de leur village, de leurs chapelles, etc. Comment vous contacter, comment vous aider? Alors pour le projet Finistère, effectivement, nous en sommes au deuxième volet. Le premier était les repérages et l'établissement d'une sorte de carte, d'une sélection d'églises, des 10 églises à pot acoustique les plus intéressantes. Sur la base de cette sélection, nous avons fait un projet d'enregistrement. L'enregistrement devrait avoir lieu en 2024. Et donc la somme dont vous parlez est une somme que nous cherchons non pas pour réaliser le CD en tant que tel, mais pour procéder à des échantillonnages sonores avec un ingénieur du son spécialisé dans le cadre d'une prise de son à ma connaissance unique, qui a été conçue par Frédéric Rantière et qui implique en fait une triple prise de son, 3 dispositifs, les micros étant disposés à 3 endroits différents de l'église. Et donc ce premier séjour d'échantillonnage devrait avoir lieu à l'automne 2023 en vue de l'enregistrement définitif qui lui aurait lieu en 2024. Donc nous sommes effectivement soutenus par le conseil départemental qui nous a soutenus en 2022 et en 2023. Les subventions, comme souvent, sont insuffisantes, donc nous envisageons plusieurs pistes de financement, dont la plus importante sera certainement le financement participatif que va lancer l'ensemble Vox in Rama. Donc pour les gens qui souhaitent participer à ce projet, il suffira de se reporter au site internet de l'ensemble Vox in Rama, voxinrama.com, qui est un ensemble qui se spécialise dans l'enregistrement et la production en concert de musique religieuse médiévale. Ce sont 4 chanteurs. Ce sont 4 chanteurs pour le dernier répertoire qui a été monté, mais c'est un ensemble à géométrie variable. Et Vox in Rama a pu comprendre des participants beaucoup plus nombreux, puisque l'année dernière, nous avions monté un grand spectacle sur la Divine Comédie de Dante, qui a été donné à Saint-Chef, justement dans l'abbatiale de Saint-Chef, où on a beaucoup joué de l'acoustique très particulière, puisqu'on a placé beaucoup de nos comédiens dans la chaire, là où les pots acoustiques donnent le plus d'excellence sonore. Et ce spectacle, par exemple, comprenait 15 personnes. Donc Vox in Rama n'est pas constitué exclusivement de 4 chanteurs. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des répertoires a cappella pour 3, 4, 5 chanteurs. Et c'est impressionnant. J'ai eu le bonheur de les voir et de les entendre à Saint-Terlé. Je me rappelle de les voir à la fois dans le chœur, dans le fond de la nef, à la tribune de l'orgue, devant le maître-autel, dans les transepts.
C'est impressionnant. Le son est égal partout, si l'on peut dire, en qualité. Oui, le concert dont vous parlez est un concert qui a été donné à l'été 2021 et qui portait sur le répertoire des chants antonins, c'est-à-dire des chants de guérison pour les malades, pour les patients atteints du mal des ardents. Qui était à Saint-Antoine-l'Abbaye, encore en Isère. Qui était à Saint-Antoine-l'Abbaye, en Isère, absolument. Voilà. Et à cette occasion-là, les chanteurs avaient essayé les 5 ou 6 positions les plus intéressantes dans l'église Saint-Herlé de Ploaré. Et on voyait qu'effectivement, l'usage des pots était tout à fait significatif à chaque fois. Alors pourquoi le répertoire médiéval? Est-ce que c'est le répertoire médiéval qui vous a fait vous intéresser aux pots, ou est-ce que ce sont les pots qui vous ont fait vous intéresser au répertoire médiéval? Alors, là je vais parler pour le directeur artistique de l'ensemble, que je ne suis pas, mais ce que je sais de son parcours, c'est que comme il est musicologue et chercheur en musique médiévale depuis très longtemps, il a été amené aux pots acoustiques par ses recherches sur la musique médiévale, et parce que les pots acoustiques, justement, reposent sur un accord, qui est l'accord fondamental utilisé dans le chant grégorien, c'est-à-dire cette affaire de résonance en quarte et en quinte, c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas dans la musique plus tardive, ou si on la trouve dans la musique tardive, c'est de la musique liturgique qui a été conçue sur le principe du chant grégorien et qui donc continue à résonner de la même manière. Donc évidemment, c'était un sujet taillé pour un médiéviste, bien sûr. Alors, en préparant l'émission, je me demandais si aujourd'hui il y avait, peut-être de par le monde, une idée d'architecte concevant une église avec des pots acoustiques. Alors j'ai eu la réponse un petit peu à cette question avec le projet de Landéda, justement, parce qu'à Landéda, ce couple qui restaure donc tout un patrimoine local, ça c'est évident, avec une église, enfin on va dire une chapelle, je ne sais pas quelle dénomination il faut utiliser de préférence. C'est une église abbatiale. Une église abbatiale, dans laquelle il y avait des pots acoustiques. Donc là, il y a vraiment un projet de... Voilà. Alors là, il s'agit d'une restauration. C'est-à-dire, je pense qu'un architecte contemporain n'aurait pas avantage, sauf fantaisie particulière de l'imagination, à créer une église dans laquelle il mettrait des pots acoustiques, parce que s'il s'agit d'amplification et de mise en valeur du son, on a des techniques beaucoup plus performantes et ça n'est pas le point. Par contre, là, il s'est agi d'un travail de restauration assez extraordinaire. Donc, c'est un couple, Chantal et Robert Tétrel, qui ont acquis et restauré l'abbaye l'église abbatiale essentiellement de Notre-Dame-des-Anges à Landéda. Et je sais que c'était un lieu qui était dans la famille de Chantal. Et ça fait 20 ans qu'ils se consacrent à ce chantier. Ils ont complètement rebâti l'église à l'identique. Vous verrez que sur les photos que je vous ai communiquées, on voit que seuls les murs étaient debout. Donc c'est très émouvant de voir le travail colossal qui a été fait. Et c'est une église qui compte plus d'une centaine de pots. Donc, ils considèrent que, enfin, il y a une petite rivalité avec Ploaré, mais enfin, on considère que, en gros, ce sont les 2 églises qui en possèdent le plus. Et la plupart de ces pots, quasiment tous ces pots, ont été restaurés à l'identique, je crois, à peu près 80 ou 90 pots, par Michel de Gentil, qui est un céramiste d'art, qui a son atelier dans la région. Où nous réalisons cette émission. À Sizun. Nous sommes dans sa maison, entre Sizun et Le Fou. Ce qui a amené, de son côté, à faire certaines recherches, enfin, à travailler avec vous, avec l'université de Poitiers, pour élaborer, a priori, les pots fonctionnant le mieux. Et il nous disait, il y a quelques minutes, que finalement, sur 54 pots, il y en avait quand même 52 de bons. Oui. Absolument. C'est quand même impressionnant. Absolument. Mais il a été guidé dans son travail par les 2 personnes les plus compétentes du laboratoire d'archéoacoustique de Poitiers, qui sont Bénédicte Palazzo-Bertolon et puis Jean-Christophe Vallière, qui est acousticien spécialisé. Donc là, évidemment, la dimension, je dirais, physique et mathématique dont nous parlions au début de l'émission, a pris le devant de la scène, parce qu'il a fallu... il a dû, j'imagine, trouver les bonnes formes, quoi. Voilà. Avec le col du pot, l'ouverture. Voilà, et les formes qu'il a adoptées sont assez homogènes. Enfin, on voit une petite exposition des pots à l'abbaye de Landéda. Maintenant, on sait aussi, et les 2 seules thèses réalisées sur la question montrent que les formes des pots sont extrêmement différentes d'une église à l'autre, d'une région à l'autre, d'un savoir-faire à l'autre. Mais là, il s'agit de pots ronds, assez petits, assez resserrés. Et la question est de savoir maintenant quel va être le rôle artistique, esthétique, spirituel
de cette restauration, puisque effectivement son principe repose sur une expertise scientifique très forte, mais les Tétrelles ont l'intention de faire de cette église abbatiale un centre culturel ouvert en particulier à des concerts. Donc ce serait intéressant de voir quel type de saison de musique et de musique sacrée en particulier peut se développer là, et quel travail on peut développer pour des artistes. Ce sera vraiment un laboratoire très intéressant. Parce qu'il y a le chant, évidemment, la musique orale, et puis il y a peut-être la musique instrumentale également. Alors pour de la musique instrumentale, ça marchera beaucoup moins bien. C'est vraiment conçu pour réagir et pour renvoyer de la voix humaine. D'où la psalmodie dont parlait Saint Benoît. Absolument, puisque la psalmodie se fait recto tono, essentiellement, donc c'est-à-dire sur une note droite, et c'est autour de ce répertoire qu'on entend à quel point, sur une note fixe, à quel point les fréquences hautes de la voix sont mises en valeur. Ou alors il faut aller chercher du côté des passacailles, avec un motif toujours le même. Oui. Comme une basse continue, si oui, je puis sauf dire. que la résonance ne sera probablement pas la même. Oui. Mais c'est le même principe musicalement, c'est sûr. Ça. Quelles sont les échéances pour le projet de Alandeda, justement ? Alors, je crois, d'après ce que j'ai compris, que le sol sera posé définitivement l'année prochaine. Ah oui, donc ça arrive. Voilà. Je crois que c'est une autorisation qui était attendue depuis 2 ans. D'accord. Pour une ouverture, soit l'été prochain, soit au plus tard, début 2025. Donc c'est une ouverture et une saison qui se prépare. Et Vox in Rama compte bien faire partie, enfin c'est déjà prévu, faire partie des célébrations d'ouverture de ce lieu que nous accompagnons et nous sommes devenus des partenaires de ce projet. Donc disons que le moment approche et se fait attendre avec envie. Voilà, la conception a eu lieu, l'enfantement est à venir et nous suivons le chemin. Savez-vous, puisque nous sommes sur cette antenne de RCF, si une part du culte est envisagée par les propriétaires pour voir comment on peut sonner justement un office dans de tels murs avec les pots acoustiques? Ça ne me paraît pas impossible, mais j'en suis pas certaine. Parce que c'est l'usage premier. Bien sûr. C'est abbatial. Bien sûr. Il faudrait voir comment se passerait un office, parce que pour des raisons de conservation patrimoniale, le mur qui sépare la nef du chœur a été laissé et les passages qui se situent des deux côtés de ce mur sont assez étroits. Ah. Donc en fait, c'est une sorte d'abside. Oui, une sorte d'abside. Voilà, c'est un peu dommage parce que c'est dans le chœur que le son est le plus intéressant, mais on peut mettre une assistance extrêmement réduite dans le chœur. Donc on ne peut pas voir quand on est dans la nef ce qui se passe dans le chœur. Ou alors il faudra mettre tout le monde devant le chœur, mais ne pas l'utiliser. Ce qui pose un peu problème. D'autant que les pots ont été conçus aussi pour que la voix du prêtre soit particulièrement audible. Donc il faudrait poser la question aux Tétrelles pour voir quelles sont leurs intentions sur ce plan-là, si c'est faisable. Si c'est faisable, oui. Quels sont les prochains concerts de Vox in Rama? Parce qu'on a dit que pour vous aider, nous invitiez les auditeurs à se rendre sur le site internet donc de Vox in Rama, mais peut-être ont-ils des projets actuels ici dans le département ou ailleurs pour des tournées ou des concerts? Alors non, Vox in Rama est dans une année de recherche, puisque le but pour cet enregistrement patrimonial EKEA est de trouver le plus de répertoire local possible pour que l'enregistrement repose vraiment sur des sources si possible finistérienne. Donc le dernier grand projet a été l'enregistrement d'un CD qui est sorti en 2019, qui s'appelle Vox de Cello et qui repose sur le répertoire des chants antonins. Mais pour le moment, nous sommes vraiment dans le gros travail de défrichage, de sélection du répertoire et de formation des chanteurs. Donc cette année, il n'y aura pas de concert de Vox in Rama. Est-il prévu, puisque nous sommes en Finistère, que Vox in Rama chante des chants bretons? Alors, ce ne seront pas des chants bretons au sens strict, au sens où le répertoire breton est plutôt 19e siècle quand on parle de chants bretons. Par contre, des offices bretons, oui. Voilà, ça, en fait. Puisque Frédéric Rentière a déjà déterré cet office de Saint-Corentin qui probablement n'a pas été chanté depuis la fin du XVIIe, le début du XVIIIe siècle. Et il n'en est qu'au début de ses recherches. Et évidemment, ce serait beaucoup plus cohérent que nous ayons de quoi bâtir tout le répertoire d'un CD
Autrement, l'enregistrement, dont le but est quand même de mettre en valeur la résonance des peaux, pourra s'appuyer aussi sur du répertoire grégorien plus large. Mais notre souhait est de faire en sorte qu'il repose exclusivement sur du répertoire finistérien. Donc probablement de la littérature liturgique des XVIIe et XVIIIe siècles, parce que des sources grégoriennes bretonnes, apparemment, il n'y en a plus. Les manuscrits ayant été, dans l'état des connaissances actuelles, détruits, essentiellement au moment de la Révolution et au moment des différents chamboulements. Voilà. Donc, ce qu'on trouve est du répertoire XVIIe, XVIIIe siècle, mais qui est très intéressant musicalement, parce que archaïque. Oui. Et puis, surtout pas entendu depuis 3 siècles. On imagine la joie de Frédéric Rantière de trouver cette source-là. Comment cela s'est-il manifesté? C'était un grimoire déposé dans un coin, complètement humide, Alors, non, oublié de tout le monde? Non, c'est pas un grimoire déposé dans un coin. Ce sont des recherches dans les bibliothèques musicologiques, là en particulier de la Sorbonne. Oui. Mais ce sont des livres liturgiques qui dépendaient du Collège breton, qui est une institution scolaire qui avait été fondée à Paris et qui ensuite donnera en partie Louis le Grand, le lycée Louis le Grand, et dont le principe était de soutenir ceux qui seraient actuellement des étudiants boursiers, probablement de la noblesse désargentée finistérienne et bretonne, qui venaient faire des études à Paris. Donc il y a eu un certain nombre d'offices et de pièces de répertoire écrites à cette occasion-là et qui ont été probablement interprétées par les étudiants au moment de leur formation. Donc ça, c'est la première trouvaille sur laquelle les stagiaires du mois d'avril sont actuellement en train de travailler. Eh bien, nous leur souhaitons beaucoup de joie et beaucoup de travail. Nous rappelons au final de cette émission quand même le site vraiment à considérer, Vox in Rama. Toute petite dernière question, que signifie Vox in Rama pour les auditeurs? Alors, Vox in Rama est le début d'une pièce grégorienne qui fait référence à l'épisode où Rachel, ayant perdu ses enfants, les pleure. Une voix dans Rama, Vox in Rama, audita est, une voix dans Rama s'est fait entendre. C'est un chant d'exil dont le début a été choisi par Frédéric Rantière comme emblématique pour la démarche d'exhumation et de reviviscence du chant médiéval qu'il mène. C'est une autre forme d'exil dans les terres du contemporain qui permet de ramener à la vie et de faire entendre ces chants. C'est un très beau départ finalement, que cet exil. Merci beaucoup Aurélie Zigel. Merci à vous.